Bonsoir, mesdames et messieurs. Je dois vous raconter une histoire, c'est-à-dire que les personnes qui sont ici autour de cette petite table ne sont pas ceux qui étaient initialement prévus. C'est une histoire assez longue, je vais l'abréger. Vous savez que à l'origine, le rôle du roi Artus devait être chanté par Franck Ferrari. Mais Franck Ferrari est souffrant et on a eu la chance, je peux dire la chance parce qu'on va en parler ce soir, cette œuvre est extrêmement rarement jouée, de trouver qu'il était disponible le baryton qui a chanté ce rôle lors des dernières productions scéniques qu'il y a eu de cette œuvre et qui date il y a 12 ans à la Monnaie de Bruxelles, donc c'était même pas en France, qui est Andrew Schroeder. Andrew Schroeder, baryton américain qui chante très bien ce rôle d'Artus, mais qui n'est pas tellement francophone qu'il aurait pu participer à une interview ce soir. Alors on a dit, on va demander à Philippe Olivier, que vous connaissez très bien, musicologue et dans cette ville et directeur du Festival de Strasbourg, d'interviewer Monsieur Jacques Colombe, Jacques Lacombe. On a tellement parlé de Colombe, c'est pour ça, oui. Avant d'entrer ici, on parlait d'une colombe, et c'est du coup Jacques Lacombe. Et donc, d'interviewer M. Lacombe, qui est le chef d'orchestre de cette production. Et ce matin, j'ai eu un appel de M. Philippe Olivier pour me dire qu'il est aussi souffrant et donc qu'il ne pourra donc pas faire cette interview avec M. Lacombe. Moi-même, je n'étais pas tellement préparé à cela ce matin, évidemment, parce que je croyais que M. Olivier allait interviewer M. Lacombe, mais M. Olivier a été aussi gentil de me remettre les questions qu'il voulait poser à M. Lacombe. Entre-temps, évidemment, j'ai vu la production. Je ne peux pas dire que je suis un spécialiste du roi Artus, mais j'ai vu plusieurs fois donc des répétitions et hier soir la répétition générale. Donc, je crois que avec M. Lacombe, qui est quand même un bon orateur, je dirais, on est quand même en état de vous offrir une soirée intéressante. Voilà. Peut-être vous rassurer, je suis en très bonne santé, donc a priori, je devrais être bon pour faire le spectacle demain aussi. Voilà. Pas de souci. Avec tous ces souffrants, oui, voilà. OK. Donc, première chose à vous raconter, vous savez que depuis que je suis là, j'aime souvent représenter des œuvres françaises inconnu ou peu joué au moins. Donc, depuis que je suis là, on a fait Louise de Charpentier, Platée de Rameau, Hamlet d'Ambroise Thomas, Les Huguenots de Meyerbeer, l'année passée encore Les Pêcheurs de Perles, et maintenant donc ce roi Artus. Le roi Artus, pour une raison ou pour une autre, est presque jamais joué en France, ce que je ne comprends pas, parce que cette œuvre, elle est un peu, oui, on pourrait dire, la version française de Tristan et Isolde, si on veut. De toute façon, on en reparlera. Chausson était un grand admirateur de Richard Wagner. Donc, déjà à l'époque, apparemment, il n'a pas trouvé... D'abord, l'œuvre a été créée seulement après sa mort, parce qu'il est mort dans un accident de vélo, je crois, c'est ça. Hein? Et il avait encore dit le matin à sa fille qu'il voulait faire encore des changements dans cette œuvre, et puis il est mort. Et apparemment, on n'a pas trouvé un théâtre en France qui voulait le créer, puisque ça a été créé à la Monnaie de Bruxelles en 1903. Donc, en dehors de la France, depuis lors, il y a quand même 25 maisons d'opéra en France. Très peu de maisons ont joué cette œuvre. Et donc, comme je vous disais, la dernière représentation scénique date il y a 12 ans, de nouveau à la Monnaie, à Bruxelles. Ernest Chausson n'a pas laissé beaucoup d'œuvres pour nous. On disait qu'il était un grand bourgeois, un peu un amateur distingué. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, il a un peu souffert du fait de venir d'une famille qui était relativement aisée sur le plan financier.
son père souhaitait qu'il ait une formation en droit, donc il a fait son droit. Donc il est venu à la musique un peu sur le tard, je dirais. Ça, c'est un élément déjà important qui peut expliquer en partie les raisons, une des raisons qui fait que son œuvre est relativement limitée, d'une part. D'autre part, c'est aussi quelqu'un qui, comme beaucoup d'artistes de cette époque, doutait beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui revoyait constamment, vous avez mentionné, qu'il souhaitait encore faire des corrections le matin de sa mort, de faire des corrections sur le roi Artus. Il a pris entre 8 et 10 ans pour écrire le roi Artus. Donc, c'est l'œuvre d'une vie à toute fin pratique. Déjà, d'avoir le courage d'assumer lui-même l'élaboration du livret, hein, comme peu de compositeurs l'ont fait, Berlioz, mais peut-être encore davantage à l'image de Wagner, d'écrire son propre livret. Mais tout ça pour dire que Chausson était quelqu'un qui doutait beaucoup, donc il y avait constamment ce besoin de revoir ses œuvres, et pour lui, le processus compositionnel n'a jamais été quelque chose de très facile. Dans sa correspondance, on voit très, très souvent qu'il écrit, qu'il est complètement désespéré. Il peut passer des journées entières à ne pas pouvoir écrire une note à cause justement de ses doutes. Et dans le cas, on pourra y revenir un peu plus tard, mais dans le cas du roi Artus, cette réalité-là pose un certain nombre de défis à l'interprète parce que, d'une part, parce que l'œuvre n'a pas été créée de son vivant, et d'autre part, justement, à cause de ces doutes, de ces questions qui sont laissées un peu en suspens. Devant une œuvre comme celle-là, les interprètes, le chef d'orchestre, mais les chanteurs, le metteur en scène jusqu'à un certain point aussi, font face à un certain nombre de problèmes, de questions sur lesquelles il faut se positionner. De sorte que lorsqu'on interprète une œuvre comme celle-là, c'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est la première fois, évidemment, que je dirige le roi Artus. J'ai beaucoup dirigé la musique symphonique de Chausson, mais donc c'est mon premier contact avec l'ouvrage. On a, à toute fin pratique, le sentiment de procéder à une création presque, à recréer l'œuvre, et c'est un peu comme si c'était, pour nous, une première. Oui. Et les quelques œuvres qu'on connaît sont le poème pour violon, n'est-ce pas? Ce magnifique cycle pour voix et orchestre, les poèmes de l'amour et de la mer. De la mer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une symphonie. Une symphonie. La symphonie. Mais qu'on joue pas tellement non plus. Exactement. Et oui. ça, mais j'ai eu l'occasion, j'ai fait quelques entrevues ces derniers jours au sujet de l'ouvrage, et puis sans vouloir paraître chauvin, donc vous avez peut-être reconnu par mon accent que je ne suis pas exactement de la région, mais c'est vrai qu'il y a un constat qui est fait, et j'ai du mal à expliquer, mais la musique française, et notamment l'opéra français, d'une manière générale, on retrouve cette musique peut-être plus présente dans la programmation en Amérique du Nord qu'en Europe, et encore plus spécifiquement en France. Vous avez mentionné tout à l'heure, vous avez fait la saison dernière Le Pêcheur de perles. Quand on fait le décompte, c'est un ouvrage magnifique, c'est pas donné si souvent que ça en France, alors que c'est un opéra qui est très, très populaire. C'est un des opéras que j'ai dirigé le plus souvent dans ma carrière, mais toujours en Amérique. L'Acmé est un autre exemple aussi d'un titre qu'on aime beaucoup en Amérique. Je sais pas, j'arrive pas vraiment à m'expliquer, mais donc il y a cette sensibilité. Chez nous, plus particulièrement au Québec, parce qu'il y a eu une grande tradition, notamment avec l'Orchestre symphonique de Montréal. J'ai eu le privilège, au début de ma carrière, d'être l'assistant de Charles Dutoit à l'Orchestre symphonique de Montréal. Et l'orchestre, avec Dutoit, s'est fait un peu une spécialité, justement, de défendre la musique française. Et l'orchestre, à l'époque des grandes tournées en Europe et en France, les médias français parlaient de l'Orchestre de Montréal comme étant le plus grand orchestre français. Donc, on a cette sensibilité-là et peut-être cet intérêt, justement, à cause de la langue qu'on a en commun. Oui. Oui. Ce que vous dites, j'ai complètement, comment dire, senti cela l'année passée quand j'ai programmé Les Pêcheurs de perles. Il y a certains journalistes qui m'ont dit « Ah, mais c'est quand même très connu. » Oui, on connaît un ou deux airs des Pêcheurs de perles, mais quand vous allez voir en France, même le nombre de productions intégrales qui sont programmées, c'est rarissime, vous avez raison. Et par exemple en Belgique aussi, dont une partie est aussi francophone comme le Canada, donc à mon accent, vous pouvez entendre. Exactement. Que je suis même pas francophone, mais bon. Et donc, mais à quoi c'est dû, vous croyez, que les Français ont moins d'intérêt pour leur propre répertoire rare, je dirais, que ces autres pays? Je ne sais pas, on dit souvent nul n'est prophète dans son pays, alors c'est peut-être un peu ce qui s'applique. Il y a aussi, dans le cas de Chausson, on pourrait y revenir, mais il y a aussi, je pense que
notamment dans le milieu de la création musicale, et du domaine artistique en général, mais la création musicale peut-être plus spécifiquement en France, il y a eu, au cours des décennies, différentes écoles, différentes chapelles, on dirait. Et donc, avec cette volonté de se renouveler, instinctivement, on a tendance à considérer que ce qui s'est fait du passé est dépassé et ringard. Et je pense très souvent les échanges que j'ai pu avoir. J'ai vécu pendant 3 ans, j'étais directeur de l'orchestre de la Philharmonie de Lorraine, pas tellement loin d'ici, à Metz. Et donc, j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec les amis là-bas, avec le public. Et peut-être parce que c'est tellement près de votre culture, chez une partie du public français, on considère que cette forme d'art, l'opéra romantique français, sauf quelques titres, a vieilli. C'est un peu, poussiéreux et tout ça. C'est peut-être plus difficile d'avoir un regard renouvelé pour vous sur ces œuvres, alors que nous, à cause de la distance, ne serait-ce que géographique, et du temps, on a peut-être une approche différente à aborder ces œuvres. C'est peut-être une explication, mais moi je trouve, j'ai vraiment une fascination pour toute cette création de la deuxième partie du 19e siècle et puis le début du 20e siècle. Il y a vraiment des trésors musicaux qui méritent être joués, être entendus, à vivre de nouveau. Et puis, et donc j'essaie à l'occasion, à la fois dans la programmation symphonique et lorsque j'ai le choix aussi dans la programmation lyrique, de pouvoir le faire parce que bon, c'est un public, c'est un répertoire qui mérite véritablement d'être entendu. Et puis, ça nous informe également sur ce qui se passait à l'époque. Dans le cas quand vous allez entendre Le Roi Artus, c'est une œuvre qui est très représentative d'une période extrêmement riche dans l'histoire, tout ce tournant du siècle. Donc, c'est une œuvre qui regarde à la fois vers le passé. C'est assez intéressant. Lorsque vous entendez la musique, peut-être que j'anticipe sur les questions, on va improviser un petit peu pour vous, mais l'œuvre est divisée en 3 actes, 6 scènes, donc 2 scènes par acte. Et vous remarquerez que notamment dans la musique des scènes de Artus, on a une musique qui est beaucoup plus carrée, beaucoup plus... rigide n'est peut-être pas le bon mot, mais peut-être plus structurée, alors que la musique qui est destinée à Lancelot et à Geneviève, qui est en fait l'autre moitié de l'ouvrage. L'œuvre a quand même 3 longs duos d'amour, plus ou moins. C'est une musique qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus, peut-être même plus moderne, plus inventive, et donc peut-être parfois plus chromatique. Et il y a des moments où c'est véritablement déjà l'impressionnisme en musique. Donc, pour moi, je trouve ça très touchant de regarder une œuvre comme celle-là, et puis de voir à la fois tous ces courants qui s'intègrent de manière remarquablement organique dans une œuvre qui est très, très représentative de cette époque. Donc, on sait que Chausson avait une énorme admiration pour Wagner. Il allait à Bayreuth aussi assister au spectacle. Mais en France, il était élève de Jules Massenet et de César Franck. Comment croyez-vous que ces deux l'ont influencé? Ces 2 compositeurs ont vraiment marqué énormément Chausson. Je dirais que du côté de Massenet, qui est un compositeur que j'ai aussi beaucoup dirigé, je mentionne au passage, j'ai dirigé il y a quelques années à Avignon un opéra magnifique qui est très rarement donné, Sappho de Massenet. Oui. Où il y a le célèbre air « Ô Magali immortel ». Exactement. Oui. Donc, chez Massenet, une des grandes qualités, au-delà de ses qualités de mélodiste et tout ça, une des grandes qualités que j'admire chez Massenet, c'est sa façon de mettre le texte en musique, la prosodie qui est vraiment extraordinaire. Et je crois que Chausson a hérité de ça. Le texte, la mise en musique du texte du Roi Artus est dans ce sens assez remarquable. Il avait eu déjà à l'époque aussi des conseils d'un autre compositeur, un grand mélodiste français, Henri Duparc, qui avait d'ailleurs aussi donné ce conseil à Chausson, en essayant systématiquement de faire en sorte que la mise en musique du texte soit le plus près possible de la déclamation normale sans la musique. Et ça se sent très, très clairement dans l'opéra. De l'autre côté du volet, sa relation avec César Franck a une influence beaucoup plus, je dirais, au niveau harmonique et au niveau du développement de certaines mélodies. César Franck, vous le savez sans doute, était organiste. Oui. Hein? Moi-même, dans une ancienne vie, j'étais organiste. Je me considère comme un organiste à la retraite aujourd'hui. J'ai beaucoup joué la musique pour orgue de César Franck, et une des caractéristiques
en général des compositeurs qui sont organistes, et ça s'applique à César Franck, c'est comme à l'orgue, on improvise beaucoup. Chez Franck, on a souvent cette tendance à d'abord présenter le thème par de petits motifs, de sorte que le thème se construit au fur et à mesure. Et chez Chausson, il y a un petit peu de cette technique-là aussi, où les thèmes sont d'abord suggérés par quelques éléments mélodiques, et puis avant de s'épanouir complètement dans... Donc ça, il a hérité ça de César Franck, et aussi tout le côté chromatique du langage de Chausson, qui peut également s'apparenter à Wagner, mais qui, à mon avis, a quand même une touche qui est très, très carrément française, au-delà des influences wagnériennes. Mais c'est quand même très fascinant. Cette fin du 19e siècle, il y a cet énorme personnage de Wagner, évidemment, qui a mené à tant de choses. Parce que donc, ici, on parle de l'école française. Il y en a qui ont continué sur sa voie, comme par exemple Chausson quand même. Il y en a qui se sont complètement opposés à lui, comme Debussy à un certain moment, mais il y a quand même aussi dans la musique germanique des compositeurs qui l'ont d'abord complètement suivi. Je pense à Anton Bruckner ou le début de Richard Strauss par exemple. Donc il y a quand même du post-Wagner, et on pourrait même dire que beaucoup plus tard, c'est même le célèbre Tristan Accord qui a inspiré Schönberg et la tonalité. Donc ça a eu des vagues énormes quand même. C'est un des moments clés de l'histoire de la musique, évidemment. Plus particulièrement la création de Tristan et Isolde. Mais à mon avis, c'est qu'un des éléments qui caractérise Wagner, c'est-à-dire que ce qu'il y a de particulier dans Wagner, c'est d'avoir à la fois sur le plan du langage musical, d'avoir su être aussi révolutionnaire, mais à la fois sur le plan théâtral, sur le plan des techniques d'écriture, sur le plan de l'orchestration, sur la conception de l'expérience de l'art total, et d'avoir tous ces talents réunis en un seul homme, ça c'est assez exceptionnel, ce qui fait que c'était un moment de bascule dans l'histoire de la musique. Et après Tristan et Isolde, les compositeurs faisaient face à ce dilemme de se positionner ou pour ou contre, mais on ne pouvait plus ignorer ce que Wagner avait accompli. Et donc, c'est vrai que particulièrement en France, ça a presque donné lieu à des sortes de conflits politiques tout à fait pratiques entre les pro-wagnériens et les anti-wagnériens. Et donc, au travers de ça, ce qui est fascinant avec le recul, c'est que l'école française est arrivée, même sous influence wagnérienne, à développer son propre son. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, par exemple, dans mon travail avec l'orchestre de Mulhouse, sur cet ouvrage, à arriver à créer une sonorité qui soit vraiment typiquement française, beaucoup plus transparente. Ça sonne très français, transparent, ouais, absolument. Exactement. Donc, au niveau de la légèreté et tout ça, alors que dans Wagner ou Strauss et tout ça, les graves, les basses sont beaucoup plus appuyées, alors que nous, on a travaillé plutôt à l'inverse. Et je crois que l'œuvre en bénéficie grandement. Parlons maintenant plus concrètement du roi Artus comme œuvre. Donc, commençons par le texte. A, il a écrit le texte lui-même, et B, il y a un découpage en 3 actes, qui était plutôt rare à l'époque, où on faisait plutôt en 5 actes, n'est-ce pas? Exactement, oui. Mais ça aussi, je pense que c'est carrément inspiré de Tristan. Vous savez, les influences sont parfois assez mystérieuses, et je pense qu'il y a peut-être même une partie des influences qui sont parfois carrément inconsciente, mais c'est vrai que cette division en 3 actes était plutôt exceptionnelle pour l'époque. Mais au-delà de ça, ce qui est pour moi le plus remarquable, qui pose un défi aux interprètes et je crois aussi aux metteurs en scène, c'est cette division en 6 scènes, et dont les 3 scènes dont j'ai parlé, qui sont 3 duos entre Genièvre et Lancelot, où il faut arriver à construire une progression dramatique qui va tenir, parce qu'à toute fin pratique, ils ont presque la moitié de l'ouvrage à couvrir, presque 1h30 de musique à faire ensemble, où il faut arriver à nuancer. Et donc, ça, on a travaillé pas mal dans ce sens-là pour arriver justement à ce que il y a un point pour moi, très clairement, un point de bascule au 2e acte, au moment où Lancelot réalise que sa seule porte de sortie, c'est la mort. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il prononce ce mot, Genièvre décide
de quitter Artus et donc de fuir avec. Et donc, l'ouvrage bascule à ce point-là. Donc, on a essayé de construire mon interprétation musicale. Je crois que c'était un peu le travail aussi du metteur en scène, un peu comme en arche aussi, pour arriver à ce moment. Et à partir de là, les choses dégringolent dans l'autre sens. Et c'est l'effondrement de ces trois univers, en fin de compte, parce que je crois que la pertinence du choix du sujet chez Chausson tient également du fait qu'une de ses grandes forces était, comme les artistes de la fin du romantisme français, dans une espèce de nostalgie, de mélancolie. Vous avez mentionné un peu plus tôt le poème pour violon, le poème de l'amour et de la mer. Ce sont des œuvres extraordinaires, mais c'est un peu le spleen, c'est un peu comme dans Baudelaire, tout ça, où il y a et donc ces couleurs qui sont parfois un peu sombres, mais Chausson excellait et avait vraiment une personnalité unique. Et donc, c'est un ouvrage dans ce sens qui lui permettait d'exprimer et d'exploiter à fond cette force qui était en lui. Donc, parlons, vous venez de citer Genièvre et Lancelot, et Artus, évidemment, c'est le troisième. C'est si on veut, un triangle de personnages qui est très comparable à Isolde, Tristan et le roi Marc, oui. Parce qu'en fait, c'est la femme du roi ici qui tombe amoureuse du jeune chevalier qui est lui au service du roi. C'est complètement la même constellation que dans Tristan et Isolde. Mais ces trois personnages aussi, il faut quand même dire, et quand on voit la distribution originale, donc à l'époque, en 1903, à la Monnaie, celle qui chantait Genièvre avait chanté Isolde, celui qui chantait Artus avait chanté Hagen dans Götterdämmerung, et celui qui chantait Lancelot avait fait Lohengrin. Donc ça, c'est quand même un indice qu'on a vraiment besoin de voix wagnérienne, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Et c'est vrai de par les tessitures, c'est-à-dire que ce sont des tessitures qui sont plutôt tendues, donc vraiment, particulièrement pour le baryton et la soprano, le ténor aussi, donc vraiment vers l'aigu, mais c'est des tessitures qui nécessitent également un médium et un grave très solide, très puissant, et aussi parce que l'orchestre qui est en dessous de tout ça est également très conséquent, donc il faut arriver à avoir des voix qui soient à la fois larges, souples et avec une projection qui soit assez directe. Et je crois que c'est ce qu'on a avec cette distribution. Donc, pour arriver justement à faire ce mélange de couleurs avec l'orchestre, parce qu'il faut par moment qu'il s'y donne. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de se ménager de la part du plateau. Donc, je dois dire que là-dessus, on a eu notre générale hier, et lorsqu'on termine la générale, ils sont... j'ai fait la blague après les saluts, bon, à quelle heure on fait la prochaine? Et puis, ils m'ont regardé un peu... Oui. Non, ce sont trois rôles redoutables. Il y a aussi un traitement, si on peut dire, de l'espace un peu à la Parsifal quand on pense à ces chœurs qui viennent de loin et qui viennent de haut, n'est-ce pas? Il y a là aussi une influence wagnérienne, n'est-ce pas? Oui, absolument. Mais bon, c'est surtout que le chœur a un rôle important dans la première scène du premier acte, qui est la scène donc, qui décrit grosso modo les célébrations de la fin de la guerre. C'est la première rencontre qu'on voit sur le plateau aussi entre Genièvre et Lancelot. Il y a quelques moments où le chœur est en coulisses. Par exemple, le début de la deuxième scène qui rappelle là aussi beaucoup ce qui précède le duo d'amour de Tristan, oui. avec Lionel qui joue un peu le rôle de Branghen aussi, en montant la garde, en veillant à ce que les amants ne soient pas découverts et tout ça. Donc là, le chœur aussi qui commente un peu au lointain. Il y a une intervention du chœur à la fin du deuxième acte où les deux groupes, la table ronde et les protagonistes du groupe de Mordred qui s'affrontent. Mais toute la fin est un peu... ce que j'aime bien dans l'œuvre, une des qualités, je crois que c'est que la fin est ouverte en quelque sorte. Le sort de Artus, je crois que là-dessus, Keith a bien réussi aussi au niveau de la mise en scène. C'est pas très clair. Est-ce que
la fin de Artus, c'est qu'il meurt, c'est qu'il entre dans une autre phase, dans une autre vie. Donc, et il y a une espèce d'élément presque métaphysique. Et donc, le chœur coulisse, par exemple, exprime très bien ça. Il y a de grandes vocalises au chœur. Il y a un quintet de femmes aussi qui intervient. Et c'est une espèce d'apothéose. Ça me rappelle aussi peut-être un peu la fin de Faust ou quelque chose comme ça, où on passe dans une autre dimension. Et c'est très, très bien réussi. C'est vrai que le lien avec Parsifal, dans ce sens-là, est assez clair. Donc, il y a le côté philosophique de la chose, un peu. Ouais. Et pourtant, malgré toutes ces références à Wagner, ça sonne français, pas uniquement dans l'orchestre, que vous traitez le plus transparent que possible, mais aussi dans les lignes mélodiques, n'est-ce pas? Ah, absolument, oui. Donc, c'est bon, d'une part, de par la langue, de par l'accentuation du texte, et aussi de par le phrasé. Je dois dire que là-dessus, notamment, vous avez mentionné Andrew Schroeder, qui est assez étonné de voir que son français parlé on va dire limité. En fait, je pense que c'est plus mais sa diction française en chantant, mais il a une diction française qui est oui. vraiment remarquable. Oui. Et donc, ça crée donc cette couleur. Et c'est vrai que c'est une ligne, comme j'expliquais, entre autres, à cause de l'influence de Massenet, sur le plan du développement thématique, du développement de la ligne vocale, ça reste quand même extrêmement, très, très clairement entré dans cette grande tradition de l'opéra français. Oui. Je dirais, ce qui rend cette œuvre quand même latine et pas germanique, est-ce qu'on pourrait dire que c'est quand même une ligne mélodique qui est prédominante sur la parole, alors que chez Wagner, surtout chez Wagner dans un stade plus évolué, on tombe parfois dans un Sprechgesang où la mélodie devient secondaire, où il n'y a même plus de mélodie. Oui, il y a ça, puis il y a aussi que chez Wagner, très souvent, la ligne vocale n'est qu'une partie à l'intérieur de l'orchestre, alors que c'est l'orchestre qui mène la thématique. Oui. Chez Chausson, il y a moins cet élément-là. Ça nous amène à parler peut-être un peu du traitement du leitmotiv chez Chausson, qui est plus comme une espèce de prétexte, je dirais, à une construction globale architecturale de l'œuvre. Mais le leitmotiv, même s'il est présent, reste davantage en second plan, je dirais, que... Discret, en fait. Oui, que chez Wagner, de sorte qu'effectivement, la ligne vocale dans Le Roi Artus mène l'ensemble de l'œuvre. Il y a plusieurs passages qui peuvent être considérés comme du récitatif, mais ça reste toujours dans une ligne qui est chantée. Et donc, pas comme dans le Ring où il y a tout un système de leitmotiv où un motif est déduit par l'autre et inversé comme presque de la mathématique. Hein. Ça, c'est pas du tout le cas. Non, c'est pas du tout le cas. Il y a cette... Et ce qui est, à mon avis, une qualité, là, ce qui me fascine, une chose, plus je travaille l'œuvre, c'est à la fois un grand sentiment de liberté dans la composition musicale de la chose, comme j'expliquais un peu plus tôt, notamment dans les scènes d'amour entre Lancelot et Geneviève. Donc, et paradoxalement, d'avoir cette grande qualité, cette grande liberté au niveau de l'invention mélodique, même au niveau du traitement harmonique, et d'avoir au final quand même une impression d'unité et d'ensemble d'œuvres qui se tiennent. C'est une très grande et rare qualité d'avoir à la fois cette possibilité d'être aussi libre, aussi créatif, aussi inventif, et à la fois d'avoir un sentiment de structure qui soit complètement cohérente. Il y a un autre grand compositeur français dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, et où je sens quand même une certaine influence aussi dans l'œuvre, c'est Berlioz. Oui, ça c'est très clair aussi, notamment dans les scènes de chœur, je dirais, dans l'écriture chorale. Pour moi, ça c'est très très directement pris de ce que Chausson a pu apprendre de Berlioz. Aussi, je dirais à un certain point dans l'écriture vocale. Et oui, je dirais que mais Berlioz a influencé toutes les générations même, qui ont suivi, a été un peu le précurseur, parce qu'avant Berlioz, il y a eu une espèce de période où, sur le plan scénique, entre des rameaux, enfin la période baroque, et jusqu'au moment où Berlioz était arrivé, il y a une espèce de vide et donc, c'était une espèce de renouveau qui s'est amorcé avec Berlioz et qui a déteint, de fin pratique, sur tous les compositeurs. Je pense même à des Bizet, par exemple, et tout ça. Il y a des choses qui sont clairement en connexion, en relation avec Berlioz. Peut-on dire que, par exemple, le personnage d'Artus est plus influencé par
Berlioz dans l'écriture, dans ce qu'il écrit pour ce rôle-là, et que Genièvre et Lancelot sont plus influencés par Wagner. Tout à fait. Est-ce que c'est une opposition voulue entre ces deux sphères, croyez-vous? Je crois. Ça tient peut-être aussi du fait que par Artus, par exemple, sur le plan harmonique, l'écriture est beaucoup plus tonale, parfois même beaucoup plus modale, et ce qui donne cette impression le côté médiéval de la chose. Donc, oui. Peut-être que chez Chausson, il y avait, avec le personnage de Artus, on percevait donc tout le mythe, tout le bagage qui nous ramène à cette période de l'histoire. Donc, avec un langage qui regarde peut-être un peu plus dans cette direction, et dans ce sens-là, est peut-être plus en lien avec la musique tonale, je dirais, d'un Berlioz, par exemple, alors que l'autre musique, elle, est une musique de demain, une musique de l'avenir, avec un côté assez moderne pour l'époque, et donc effectivement une musique qui est beaucoup plus chromatique. Oui. Parlons, vous avez laissé tomber le mot médiéval. En fait, la légende de la table ronde et du roi Arthur, hein, parce qu'on dit souvent Arthur, est plutôt, oui, c'est une légende du Moyen-Âge, mais à part peut-être une petite citation modale, il n'y a pas vraiment une volonté d'introduire une musique de cette époque. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, au début du deuxième acte, il y a cette scène où le laboureur chante une sorte oui. de mélodie un peu ça c'est vrai, oui. Une espèce de mélodie folklorique qui raconte en fait, c'est déjà un peu la légende d'Arthur et donc de ce qui sera le déroulement du drame, et qui elle a carrément donc cette qualité un peu folklorique, un peu ancienne. Mais sinon, ça se retrouve également je disais qu'il y a une certaine carrure dans les phrases musicales. Dans le premier chœur aussi, toute la première scène où on célèbre la victoire, le langage qu'il utilise est un langage qui est modal. Donc, avec un côté, on utilise parfois des accords mineurs, ce qui a donné l'impression même que le metteur en scène partageait ça avec nous en disant, on a l'impression que déjà dans cette célébration de la victoire, il y a quand même des nuages, justement à cause de ce côté modal. C'est pas comme chez Wagner où dans les grandes scènes triomphantes, on y va vraiment sans réserve. Là, il y a toujours en demi-teinte cette question déjà qui est sous-tendue. Et ça, il l'obtient d'abord et avant tout par l'utilisation du langage modal qui réfère à la musique plus ancienne. Alors ceci nous donne une clé pour parler de la mise en scène aussi. Le metteur en scène n'étant pas présent ici ce soir, je peux vous dire que l'idée, et je crois que vous la soutenez, c'était donc surtout d'abord de ne pas reconstruire un Moyen-Âge sur scène. Deuxièmement, quand même être conscient que cette musique, après tout, est très française. Et troisièmement, je crois un motif très important qui a inspiré Keith Wagner à ce concept de mise en scène, c'est aussi qu'il dit que ces duos d'amour sont d'une telle humanité, d'une telle tendresse, d'une telle émotion, qu'en les mettant au Moyen-Âge, ça créerait une énorme distance. Et c'est pourquoi on a donc situé la mise en scène dans l'époque de Chausson même. En plus, c'est quand même quelque chose qui distingue l'œuvre, je parle maintenant du côté théâtral, beaucoup de Tristan et Isolde, c'est qu'ici, il est très clair, et il y a des scènes très concrètes, que ça se joue dans une situation de guerre, avec des batailles, avec des blessés, notamment Lancelot, il est blessé à la fin. Donc, c'est pourquoi que ça l'a inspiré de mettre ça dans une situation de guerre, au changement de siècle, je dirais, peut-être c'est encore la guerre de 1870, mais c'est plutôt peut-être déjà la guerre de 14-18, qui est tout à fait, parce que l'œuvre a été créée en 1903, l'époque dans laquelle vivait Chausson, et donc il a dit d'abord, ça rapproche le sujet de la musique de Chausson, qui est clairement une musique de cette époque, mais
aussi ça rapproche cela quand même vers le public d'aujourd'hui, parce que en créant vraiment un Moyen-Âge en détail sur scène, ça risque de devenir un peu Monty Python. Oui, effectivement, et ça crée la distance, comme vous vouliez. Keith a aussi partagé avec nous une image que j'ai trouvée très forte, parce que vous allez constater dans l'ouvrage, Artus est extrêmement isolé. Il est presque toujours seul, même dans la célébration au tout début de l'opéra. Donc, parmi les premières phrases, bravo, nous avons combattu, nous avons vaincu les Saxons et tout ça. Et quelques mesures plus tard, on l'entend un peu en aparté se demander où est Merlin. Il a le besoin de ce contact avec le personnage de Merlin. Et il n'y a jamais dans l'opéra, par exemple, de contact direct chanté entre Geneviève, entre son épouse et lui. Ça n'existe pas. Donc, l'isolation de Artus est un élément important dans l'œuvre. Et Keith partageait avec nous cette histoire, cette anecdote. Bon, il est anglais. Il nous racontait qu'apparemment, je ne sais pas si c'est un des enfants de Churchill, un jour demandait à son père comment c'était le jour où tu as eu à dialoguer avec Staline. Et Churchill a répondu, c'est une des rares fois dans ma vie où j'étais en face peut-être de la seule personne sur Terre qui pouvait comprendre la situation dans laquelle j'étais. Donc, quand on est dans cette position de pouvoir, de responsabilité, chef des armées et tout ça, il y a ce grand phénomène d'isolation. Donc, dans ces combats politiques et tout ça, c'est vrai qu'il y a à toute fin pratique c'est la solitude au sommet. Le plus qu'on a de responsabilités, le plus on est seul. Hein? Exactement. Oui. Donc, c'est la vie d'un chef d'orchestre, comme la vie d'un directeur d'opéra peut-être. Mais donc, ça, c'est le fait justement de resituer l'action dans une période plus proche de la nôtre donne justement un côté un peu plus parlant à l'œuvre. L'autre élément qui est intéressant aussi, c'est le dilemme, par exemple, de Lancelot, qui a à se débattre entre cette situation de son honneur, sa responsabilité de chevalier, sa fidélité à son roi. Il parle de son amour pour Artus et de l'amour que Artus éprouve pour lui. Ça, c'est très, très clair dans l'opéra, ce lien-là qui est très, très fort entre les deux, et son combat moral entre cette situation et sa vie amoureuse qui le porte d'une part à briser, donc le couple Geneviève-Artus, de briser à toute fin pratique le royaume et la chute de la table ronde. Donc c'est ce grand dilemme, et lorsqu'on embarque vraiment dans cette partie-là, avec cet angle-là dans l'œuvre, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et donc, la fin, contrairement à Tristan, où la mort a un côté un peu de rédemption, oui. Ici, c'est la dévastation, à la fois chez Geneviève et chez Lancelot. Et Artus perd énormément aussi, parce que tout son idéal qu'il a vécu n'existe plus. Et d'ailleurs, je viens de prononcer le mot idéal. Une des dernières phrases qui est chantée dans l'opéra, ça c'est un truc, une petite anecdote en fait sur le français qui est peut-être assez amusante. Une des dernières phrases que le chœur chante, c'est il a cru dans l'idéal. Et en fait, en français, normalement, on aurait dû dire il a cru en l'idéal. Ah, oui. Et là, il y a une possible interprétation de la chose, qui serait que si on dit « il a cru dans l'idéal », le verbe « cru » ne voudrait plus dire « croire » au sens de croire, d'avoir la foi, mais de croître. Ah, oui. Donc, d'avoir grandi dans l'idéal. Oui. Et je ne sais pas si c'est intentionnel de Chausson, mais j'aime bien cette ambiguïté, à savoir, dans une ancienne forme du français, on aurait pu dire « avoir cru dans l'idéal », donc c'est avoir grandi dans cet idéal. Et donc, ça c'est aussi, donc, à la toute fin, d'avoir cette touche qui nous laisse un peu sur cette ambiguïté, c'est quand même pas mal. Hier, j'étais interviewé, et vous aussi, je crois, par un journaliste du Südwestfunk ici à côté, donc un journaliste allemand, qui me disait, peut-on dire que le message de cette œuvre pour un public d'aujourd'hui, c'est le dilemme entre l'amour et l'amitié?
Je dis, mais absolument. Et alors il insistait, il me disait, mais dites-le-moi, qu'est-ce qui est plus important dans la vie? Il m'a posé la même question. Ou l'amitié? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas répondu hier et je répondrai pas aujourd'hui. Ça reste une question ouverte. Mais c'est la beauté de l'art, parce que bon, à partir du moment où on prend ce parti pris, donc c'est vrai que la clé de l'œuvre est à cet endroit et dans ce cas précis, c'est que la mort qui a été la réponse. Je ne souhaite à personne de se ramasser dans ce genre de situation. Oui, voilà. Moi, je lui ai répondu, c'est très difficile de généraliser, mais on pourrait dire évidemment dans un langage idéalisant que l'amour est plus important, mais quand on regarde une vie humaine, moi, par exemple, j'ai déjà eu plusieurs relations amoureuses dans ma vie, alors que j'ai toujours des amis de mon temps que j'étais à l'école. Donc, ça dure parfois plus, les amitiés, parce qu'on est moins exigeant que dans l'amour. Oui, mais là j'embarque sur un terrain glissant, parce que mon épouse est dans la salle, donc on va... Mais disons que c'est quand même magnifique que cette œuvre écrit à la fin du 19e siècle, créé au début du 20e siècle, par un Français fasciné quand même par la culture germanique, donc basé sur un vieux conte celtique, je crois, n'est-ce pas? Le King Arthur, c'est donc c'est quand même une œuvre très européenne. Hein. Il y a des influences de partout et que cette histoire qui normalement se joue au Moyen Âge, on la transfère ici dans cette production au début du XXe siècle et qu'il y a toujours un message qui compte pour nous. C'est, s'il faut le dire en deux mots, je crois que c'est très bien synthétisé, le dilemme entre l'amour et l'amitié. Donc, d'autant plus, on peut se poser la question, quand une œuvre a de telles capacités et un tel message, pourquoi ne l'a-t-on pas plus joué? Et plus on a travaillé l'œuvre, plus la question est devenue évidente et difficile à répondre. Parce que c'est vrai, on évoquait, il reste que la légende du roi Arthur, c'est quand même une des légendes, un des mythes fondamentaux de la civilisation occidentale. Ça compte au même titre qu'on peut parler donc de ça. On parle de Faust peut-être, parce que bon, Shakespeare, Roméo et Juliette. Donc ça fait partie de ces quelques histoires qui ont vraiment marqué, et avec tous les dérivés. Il y a des œuvres d'art qui ont été créées basées sur ces thèmes. Donc, déjà Purcell avait composé la musique sur... et jusqu'aujourd'hui, hein, parce qu'il y a les films d'Excalibur et tout ça. Oui. Et ça a connu, donc ça reste toujours. Et même, c'est fascinant de voir comment, par exemple, les jeunes générations vibrent encore énormément à ces légendes du passé. Donc, c'est des messages qui sont tellement forts, tellement riches, et qui englobent, en fait, tout l'ensemble de notre civilisation. Alors, pourquoi une œuvre comme celle-là est pas plus entendue? J'espère que le plaisir qu'on a eu à travailler là va vous poser la même question. Ça reste une œuvre qui n'est pas facile à distribuer. Absolument. Ça, je crois aussi, c'est quand même une des raisons majeures. Nous aussi, ce sont, comme on l'a dit, trois rôles wagnériens, mais disons que Wagner est plus connu et plus chanté. Il faut en plus avoir des chanteurs qui ont des voix wagnériennes, mais qui chantent bien en français, ce qui est déjà plus difficile à trouver. Ouais. Il y a ça. Et puis l'autre chose aussi, comme on constate aussi dans un certain type de répertoire, c'est que comme il y a une espèce de discours musical qui est continu, il y a quelques moments qu'on pourrait considérer des airs dans l'opéra, mais c'est pas une musique qui est divisée en numéros ou en sections, mais donc ce discours continu de la musique. C'est un flux continu. Exactement. Donc peut-être que vous sortirez de l'opéra avec quelques mélodies qui vous resteront dans la tête comme ça, mais il n'y a pas déjà avec on parlait tout à l'heure des pêcheurs de perles. Bon, il y a quand même quelques airs qui sont connus. On donne jamais en concert un air du roi Arthur. On va donner une scène, on va donner un moment musical, mais donc et généralement en musique, dans les œuvres lyriques,
pour le public en général, si cet élément de pouvoir avoir quelques mélodies qui sont, on dit en anglais, ear catching, donc qui restent... on a cette expression au Québec, je ne sais pas si vous avez la même ici, un verre d'oreille. Vous avez cette expression? Oui. Donc, on dit ça en allemand, ein Ohrwurm. Oui, mais donc, je ne sais pas comment dire ça en français. Une mélodie, si vous entendez une mélodie à la radio le matin et que vous êtes pris avec cette mélodie toute la journée dans votre tête, vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Donc, dans une œuvre comme Le Roi Artus, on ne parle pas tout à fait du même type de mélodie. Donc, ça contribue peut-être au fait que l'œuvre est moins présentée. Peut-être que sur le plan scénique aussi, c'est une œuvre qui pose un certain nombre de défis. Comment arriver à présenter un truc comme ça de manière cohérente. Mais ça reste, à mon avis, une œuvre qui gagne à être connue, à être entendue. Et entendu à la scène aussi, parce qu'il existe des enregistrements. Moi, je connais au moins 2 enregistrements, il y en a peut-être un 3e. Il y a même un enregistrement avec notre baryton, Andrew Schroeder. Oui, exactement. Oui. Et donc, mais de vivre cette œuvre-là à la scène, il y a une dimension indéniable qui est ajoutée. Donc on espère tous que cette production pourra attirer plus l'attention sur cette œuvre extraordinaire. D'ailleurs, le nombre de journalistes qui viennent demain et pour les autres représentations est considérable. Donc espérons qu'ils écriront beaucoup sur cette œuvre pour la faire connaître. Là, vous ne voulez pas réaliser, le directeur de l'opéra vient de mettre beaucoup de pression sur le chef d'orchestre à l'instant. J'espère aussi qu'évidemment le public va venir très nombreux. Je vous remercie. Je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon. Peut-être vous avez encore des questions à poser. Ah, oui, attendez, il y a un micro pour vous. Ah. Au début, vous avez fait allusion à 2 questions fondamentales que cette œuvre vous posait. Vous n'avez pas parlé. J'ai dit ça. Oui. Qu'est-ce que vous... J'ai pas compris. Oui. Ah, des questions, en fait, oui, peut-être que j'ai des questions ou peut-être, en fait, je dis problème, peut-être, dans le sens de problème, oui. D'accord. Oui, d'une part, c'est que j'ai mentionné, en fait, le fait que Chausson n'ait pas entendu l'œuvre de son vivant, et en plus, c'est le premier opéra qu'il a composé, donc il s'est jamais entendu à la scène, il n'a jamais entendu comment son orchestre sonnait dans une fosse d'orchestre avec le plateau. Donc ça, c'est pour moi, comme chef d'orchestre, ça me laisse avec un certain nombre de questions. J'ai dirigé, par exemple, récemment le Chant de la Terre de Mahler, qui est également une œuvre que Mahler n'a jamais entendue. Il est décédé 1 an avant la création de l'œuvre. Et tout chef d'orchestre qui dirige le Chant de la Terre fait face à cette question, parce qu'il y a des moments où l'orchestre a tellement grandes envolées qu'il est à peu près impossible de ne pas couvrir le chanteur. Et on se dit, si Mahler avait entendu le truc, est-ce qu'il aurait modifié? Donc, nous, comme chef d'orchestre, on doit se positionner par rapport à ça. Donc, c'est exactement ce que j'ai dû faire dans Le Roi Artus. Ça, c'est une première partie du problème. L'autre problème, c'est que d'une manière générale, dans l'œuvre de Chausson, j'ai peut-être touché un peu trop brièvement, il y a la notation de sa partition n'est pas aussi précise que chez Debussy ou plus tard chez Ravel, de sorte que, sans être trop technique, il y a des moments, par exemple, où j'ai une indication de tempo et une autre indication de tempo, et j'ai pas d'information entre les deux, à quel moment et de quelle manière je dois modifier. Au niveau des nuances, c'est la même chose. Il va écrire, par exemple, un forte crescendo, et on arrive à forte. Et dans certains cas, ça veut dire de commencer doux et d'arriver à forte, et dans d'autres cas, ça veut dire de commencer fort, d'augmenter et de redescendre à forte. Et l'œuvre est pleine de ça. Donc, tout le long de l'œuvre, il faut carrément analyser et choisir constamment comment l'interpréter, d'où l'impression de recréer l'œuvre. Et l'autre chose qui est, bêtement technique, et ça, c'est un paradoxe, je lisais encore dernièrement, il paraît que Chausson était quelqu'un qui était extrêmement méticuleux sur certains points. Par exemple, il avait une bibliothèque de 6 ou 7 000 volumes, avec un classement avec auteur, édition, format de volume et tout ça. Et j'ouvre une partition d'orchestre. Encore hier soir, à la Générale, on a corrigé des fausses notes. Donc, et c'est une œuvre, par exemple, où une partie des fausses notes que je trouve dans le conducteur, dans le chant piano, c'est juste, et l'inverse. Donc, constamment, il a fallu, au cours des 2 derniers mois, se poser la question, quelle est la vérité?
Et même dans les œuvres plus jouées de Chausson, il y a ce même problème. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être un mal fou à se relire, comme nous, parfois, vous écrivez un texte, et donc, je pense, ou parce que ça l'ennuyait, ou je sais pour quelle raison, n'a jamais pu faire ce travail de corriger pour rendre son œuvre complètement sans faute. Impeccable. Impeccable. Oui. Donc, comme interprète, nous, on fait face constamment à ce problème. Donc, c'était probablement les deux questions, les deux problèmes auxquels je référais au début de l'expo. Et effectivement, évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est assez touchant de savoir, parce que, c'était quelqu'un qui était extrêmement généreux de son temps et de son argent. Il a contribué, entre autres, à la publication de certaines œuvres du Parc, par exemple. Et donc, il a aidé financièrement beaucoup de gens. À une certaine époque, la Société nationale de musique était menacée de disparaître à l'époque où l'orchestre Padeloup, je crois, a failli disparaître à Paris. Il a mis son argent personnel pour sauver. Donc, c'était quelqu'un comme ça qui était extrêmement généreux. Et donc, il a cherché à trouver un théâtre pour programmer son œuvre. Et à la fin de sa vie, donc comme il est décédé, c'est un autre compositeur français, c'est Vincent d'Indy, qui a pris l'œuvre et qui a défendu l'œuvre et en fait a négocié avec la Monnaie à Bruxelles. Et ils étaient pour présenter un opéra d'Indy à Bruxelles. Et d'Indy a refusé que son opéra soit présenté tant et aussi longtemps que les répétitions ne seraient pas achevées pour le roi Artus. Donc, c'était assez beau quand même comme filiation. Et d'Indy, il venait lui également aussi d'une famille qui était plutôt financièrement assez aisée. Donc, il y a ce petit lien qui est assez intéressant. D'ailleurs, je veux attirer votre attention que dans le hall d'entrée, en bas, il y a une petite exposition maintenant avec des documents, notamment des pages originales de l'autographe de la partition du roi Artus dans les petites vitrines qui sont en bas. C'est le musicologue Jean Gallois qui nous a fourni ce matériel. Oui, j'ai découvert juste en venant tout à l'heure, c'est assez... prenez le temps, c'est assez émouvant. Il y a des photos aussi. Il y a une photo qu'on voit entre autres Debussy, parce qu'à une certaine époque, ils étaient assez proches l'un de l'autre aussi. Et donc, de revoir ces gens-là, c'est quand même... c'est de se replonger dans un univers de passé qui est assez émouvant. Oui. Encore des questions? Plus de questions? Alors, je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup. Merci.